Avec tout ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus, j'avais promis un petit vidéo qui sera sûrement pas petit. Ça va finir par être 20 minutes, 30 minutes, j'ai aucune idée. Mais je vais parler virus. Il faut comprendre c'est quoi un virus, à quoi ça sert, comment ça vit pas. En fait, ça n'a pas vraiment de vie. On parle de ça dans 5 secondes. Donc, c'est quoi un virus? On va le comparer à une cellule, disons une cellule humaine ou une bactérie. On va comparer ça à un virus. Côté métabolisme, on va parler juste du virus ici. On va faire ça comme ça. Le virus n'a pas de métabolisme, n'est pas capable de respirer, n'est pas capable de produire de l'énergie, n'est pas capable de se reproduire par lui-même. Bon, évidemment, ça court pas, ça nage pas, ça vole pas. Donc, il n'y a pas un virus qui est sur la table ici à côté qui va me sauter dessus et venir m'infecter. C'est inactif, donc n'est pas actif. Et c'est en général, il y a des gros virus, là, mais on va dire en général, c'est très petit comparé à une cellule. Donc, on sait ce que n'est pas un virus, mais là, on va aller voir ce que c'est un virus. Mais avant toute chose, je vais parler de la cellule ou d'une bactérie. Dans le fond, si je prends une bactérie qui serait à peu près grosse comme ça, ou une cellule, on va dire qu'il y a un noyau comme ça dans la cellule. Puis, pour une bactérie, on va avoir une paroi cellulaire. Juste une petite note en passant, quand on prend des antibiotiques, on va dire antibiotiques, ils vont venir attaquer cette paroi cellulaire-là. Entre autres, ça vient détruire cette paroi-là, donc la cellule elle meurt. Mais les virus n'ont pas ça, cette paroi-là, donc les antibiotiques n'ont aucune action sur les virus. Dans le noyau de la cellule normale, on va avoir soit une branche ou des branches d'ARN ou d'ADN. Ici, dans le fond, c'est le matériel génétique de la cellule. On va se retrouver là. Ça va donner toutes les fonctions de la cellule. Ça va dire si je prends, exemple, une cellule du foie qui peut produire une petite enzyme qu'on connaît quand on fait des tests de sang, l'ALT, bien, il y a une information ici qui dit à la cellule de produire cette enzyme-là. Les virus, ce que c'est tout simplement une... Je vais prendre... J'aime ça, les couleurs, ça a l'air. c'est soit une branche d'ARN ou une branche d'ADN. Ce que ça veut dire, c'est qu'un virus, je vais prendre ARN comme ça. Si je prends un virus, un exemple de virus ARN, je prendrais, disons, l'herpès. Ça va être à peu près gros de même, là, en comparaison, là, très sommairement, évidemment. Là. Mais ça va être à peu près gros de même par rapport à la grosseur d'une cellule normale. On a aussi des virus qui ont des branches d'ADN. Un des exemples de ça va être le virus d'influenza. Donc, ces virus-là qui vivent comme ça, ils ont une petite paroi protéinée alentour qui peut servir à s'attacher aux cellules. On va voir ça. Mais en fin de compte, il faut qu'ils réussissent à rentrer dans une cellule, aller se mettre ici, soit dans le noyau ou dans certaines fonctions de la cellule pour être capable de se reproduire. Par eux-mêmes, ils font absolument rien, mais ça, on va voir ça d'un petit peu plus loin. Là. Je vais expliquer c'est quoi le processus de reproduction des virus. En attendant, ce qu'on a à retenir, c'est que les virus, c'est mort. C'est pour ça que ça va rester sur une surface et ça va mourir après un certain temps là, s'il n'est pas dans le mucus ou s'il n'est pas entretenu, on va dire, jusqu'à temps qu'il y ait un contact avec quelqu'un qui va toucher ses muqueuses. Un exemple avec l'influenza, va toucher les muqueuses, va se gratter dans la bouche. Bien là, le virus est proche, il peut rentrer puis faire sa reproduction, tout ça, mais je vais en parler plus en détail. Mais par lui-même, le virus ne fait rien. On peut voir ça, si je donne pas mal au cœur à personne, mais si je suis en train de mâcher une gomme, puis je mets beaucoup de salive dessus, puis on va dire que je l'échappe à terre, bien, la gomme va rester, entre guillemets, bonne. Plus qu'il y a de jus dessus, plus qu'elle va venir bonne. Elle va rester bonne longtemps. Si elle est assez sec, dès qu'elle va tomber à terre, ça ne sera pas long qu'elle va être sec.
Mais les virus, c'est un peu la même affaire. Si on crache puis il y a des virus dedans, plus il y a de mucus dessus, plus ils ont tendance à rester longtemps, plus qu'ils sont séparés de ça, bien, plus qu'ils vont mourir rapidement. Cool, vous suivez encore? On continue. Donc, c'est bon ou néfaste les virus? Autrement dit, est-ce qu'il y a des bons virus ou il n'y en a pas? On sait qu'il y a des bactéries partout. On parle beaucoup de la flore intestinale, on parle beaucoup de la flore sur la peau. On sait qu'il y a des bactéries partout. Maintenant, on sait que les probiotiques, c'est super bon. Le monde a arrêté d'avoir peur des bactéries. Mais il y a aussi encore plus de virus. On a daté des virus qui ont plus de 450 millions d'années, donc qui seraient arrivés avant les dinosaures. Ils seraient venus de l'eau, là, comme la plupart de l'origine des animaux, dans l'océan. Puis une unité de mesure ici, 1 million. 1 million, c'est le nombre de virus contenus dans une cuillère à thé d'océan. Vous pouvez imaginer comment il y en a si vous avalez une bonne gorgée, parce que vous allez nager dans l'océan, vous avalez une grande gorgée, vous avalez des millions et des millions de bactéries. De virus. C'est à peu près 94% des particules dans l'océan d'ailleurs. Si on compare toutes les autres cellules, bactéries, mais si on compte tous les virus, c'est environ 94 des particules dans l'océan. 200 000, c'est 200 000 populations différentes de virus, encore là, juste dans l'océan. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup. Et je vous affirme quelque chose aujourd'hui, c'est que vous êtes infecté. On est toujours infecté par un quelconque virus ou en fait plusieurs virus en même temps, en continu. Le système immunitaire se défend parce qu'on en a partout des virus. Un truc qui est important à noter, je ne ferai pas le dessin d'un rat parce que je ne suis pas bon, là. On va faire... Ça, c'est le plus beau rat de l'histoire. On va écrire rat. Je ne sais même pas c'est quoi ce dessin-là. OK. Ça, c'est un rat. Donc, ils ont pris des rats et ont enlevé toute la flore intestinale. Autrement dit, ils ont tué toutes les bactéries qu'il y avait dans l'intestin, les probiotiques, toutes ces bactéries-là. Ici, ils injectaient des virus. Vous savez qu'on appelle ça le microbiome. Ça, c'est la flore intestinale des bactéries. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le virome. C'est la flore intestinale virale. Mais si on injecte une flore intestinale virale, après avoir nettoyé l'intestin, on diminue les dommages faits aux cellules. Parce que si on enlève tout ce qu'il y a de vivant, ou ce que soit virome ou microbiome de l'intestin, on endommage l'intestin beaucoup. Et si on met ça, on a une partie qui est beaucoup protégée. Donc, ça sert à quelque chose. L'autre truc, si je prends, disons, une bactérie qui s'en va, une bactérie qu'on ne veut pas, là, qui s'en va dans l'intestin, il y a certains virus qu'on appelle des bactériophages qui ressemblent à ça ou non. Vous avez peut-être déjà vu ce dessin-là, là. Ça ressemble à ça à peu près, les bactériophages. Mais ce qu'ils vont faire, les bactériophages, c'est des virus qui sont dans l'intestin. Ils vont venir s'attacher à certaines bactéries, puis ils vont venir les tuer. Donc, ils viennent nous protéger. Ils sont importants aussi, ces virus-là. Mais il y a un truc qui est encore plus fascinant dans la nature. Si je prends, disons, on va faire une plante de même, là. On va dire que c'est une super belle plante, comme ça. Cette plante-là, elle pousse dans la terre, donc elle a des racines. Dans certains environnements, soit trop de chaleur ou pas assez d'humidité, ces trucs-là, il y a certaines plantes qui vont vivre seulement s'ils sont infectés par des champignons. Des champignons microscopiques. Fait que si la plante est infectée par ces champignons-là, elle va réussir à vivre. Si elle n'est pas infectée, elle ne réussira pas à vivre.
ce qui est encore plus fascinant que ça, c'est que non seulement ça prend cette condition-là, mais en plus, ce champignon-là doit être infecté par un virus. Donc, il y a une grosse symbiose. C'est que le virus infecte le champignon, qui lui permet d'aider la plante, qui fait qu'elle peut survivre. Puis là, ben, il y a un animal qui va en manger. D'ailleurs, ça, c'est un truc aussi important, c'est qu'il y a beaucoup de virus qui vont être sur les légumes, les fruits, donc on en mange beaucoup. Les virus vont attaquer précisément, comment je dirais ça, une ligne d'attaque précise, c'est-à-dire un virus va attaquer seulement les piments, par exemple, mais le virus qui attaque les piments va avoir aucun effet sur un animal ou va avoir aucun effet sur un humain. Donc, si on le mange, il va juste passer tout droit, puis aucun problème. Tous ces virus-là qu'on mange et qu'on élimine, ils n'ont aucune importance. Ou on peut avoir certains virus qui ne sont pas bons, mais on appelle ça asymptomatiques. Asymptomatique. OK. Asymptomatique, ça veut dire sans symptômes. C'est que le virus nous a infectés, mais le corps se défend bien ou la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus, n'est pas assez grande pour développer la maladie. Donc, on va être asymptomatique. On va être porteur de virus qui sont vraiment pas bons pour nous, mais on va être asymptomatique, qui ne causent aucun problème. Donc, les virus, ça peut être nos amis aussi. La reproduction des cellules, à peu près tout le monde va avoir vu ça à l'école en biologie, là, pour ceux qui s'en souviennent. Il y a une fission, c'est-à-dire que la cellule, là je ne parle pas des virus, je parle vraiment des cellules, va se diviser comme ça. Je fais des sons avec ça qui sont fantastiques. Fait que je passe de 1 cellule, 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules. Si je prends un graphe d'évolution, de croissance ou de reproduction, ça va ressembler un peu à ça. Okay, autrement dit, je double à chaque fois. La reproduction des virus, c'est pas du tout pareil. Là, pour ceux qui ont suivi, j'ai dit que ça ne se reproduisait pas des virus. En fait, techniquement, ça ne se reproduit pas par lui-même. C'est-à-dire que le virus, il va infecter une cellule. Je vais faire ma cellule de tantôt, disons. Si je prends un virus, on va prendre un qui est super intéressant, qui ressemble à ça un peu, là, qui s'appelle coronavirus, que vous avez sûrement entendu parler ces temps-ci. Pourquoi corona? C'est à cause de couronne, là, c'est que ça a l'air d'une couronne un peu, là. Ces petites jonctions-là ici, là, ils vont venir se lier à des... Là, ma cellule est beaucoup trop petite là, en comparaison. Normalement, elle serait beaucoup plus grosse. Ils vont venir s'attacher, là, puis c'est ça que certains médicaments là, vont venir bloquer ça ici pour pas qu'il y ait d'attache. Mais là, on ne rentrera pas dans ces détails-là pour aujourd'hui. Là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, disons, le matériel génétique est là. Si c'est un virus, on sait que c'est soit un ARN ou un ADN. Donc, il va rentrer dans la cellule, il va rentrer son ARN ici, il va changer la cellule pour que ça devienne une usine de production de ces virus-là. Autrement dit, ça va changer la programmation de la cellule, puis la cellule, au lieu de produire une enzyme X ou faire l'action qu'elle devait faire, ben, elle va se mettre à produire des virus. Fait que là, on va se retrouver avec une cellule avec plein de virus dedans. Fait que c'est comme ça que ça se reproduit. Puis à un moment donné, soit que la cellule meurt, puis tous les virus, ils se propagent ailleurs, puis ils s'en vont infecter plein de cellules, puis ainsi de suite. Donc, si je prends, on va dire ce petit graphe-là ici, mais pour un virus, ça va ressembler un peu à ça. Autrement dit, il y a une période où ce qui se passe pas vraiment de quoi, là, c'est qu'il faut qu'il rentre là, qu'il fasse son code, puis ci, puis ça, là, avant de se multiplier. Ça, on appelle ça l'éclipse. C'est la période où il se passe rien. Il ne faut pas mélanger ça avec la période d'incubation. Là, ça, je vais en parler très bientôt.
Et là, après ça, le virus, ben là, c'est en grosse gang, là, c'est pour ça que ça fait ça comme ça. Donc, la courbe est vraiment pas pareille. Fait qu'il se passe rien pendant un petit bout. Après ça, on a une grosse évolution ou une grosse, on va dire, reproduction du virus comme tel. OK, on fait un petit résumé là, super rapide. On sait qu'il y a des bons virus et des mauvais virus. On sait que c'est pas tellement vivant un virus. On sait que ça se propage pas par lui-même. Ça a besoin d'un contact, ça a besoin d'une cellule. Autrement dit, ça a besoin d'un hôte pour pouvoir être dedans, pour changer le code informatique, pour que le programme soit différent, pour qu'il se mette à pousser des virus là-dedans. On sait aussi qu'il y en a des pas bons. On sait comment ça se reproduit. On sait comment on se défend. Mais là, qu'est-ce qui arrive si le corps n'est pas capable de se défendre? Et là, on a une période d'incubation. La période d'incubation, c'est là qu'on va rentrer plus dans l'histoire qu'on voit plus là à cause du coronavirus. Mais c'est la période où, encore là, il ne faut pas mélanger ça avec l'éclipse. C'est la période où il ne se passe rien dans la cellule avant qu'elle se mette à reproduire beaucoup de virus. Donc, il y a une période où il ne se passe rien, puis après ça, les symptômes commencent. Fait que ici, on est infecté, puis ici, on est symptomatique. Ça, c'est important. Dans le cas du coronavirus, on dit que c'est de 1 à 14 jours. Évidemment, c'est plus. Il y a une marge là-dedans. Là. La particularité du corona, c'est que dans la période d'incubation ici, là, ça veut dire qu'il y a eu infection, le corps ne s'est pas protégé ou il n'a pas été capable de se protéger. Ben, il s'est multiplié, c'est en train de se multiplier, puis là, il y en a partout dans le corps. Ben, la particularité, c'est que certains virus vont être contagieux ici. Contagieux, c'est comme ça, je pense. Certains vont être contagieux, puis d'autres non. Un exemple de ça, c'est le virus de l'Ebola. Ils ne sont pas tous contagieux ici, mais le coronavirus, il l'est, lui. C'est un des trucs qui fait qui n'est pas super cool, ce virus-là. Après ça, les symptômes commencent. Bon, ça touche les poumons. Oups, excusez. Ça touche les poumons, etc. Fait que là, on a le symptôme de la maladie. Fait que ce qu'il faut faire, attention, je vais aller ici. En anglais, ça s'appelle R0. C'est R0, on va dire. C'est la capacité de transmission. Autrement dit, je vais quitter l'incubation. Là, c'était assez court comme explication. Autrement dit, je vais dire si j'ai un RO de 1, c'est que si j'ai une personne ici, elle va le transmettre à une personne en moyenne. L'autre va le transférer à une personne. L'autre va le transférer à une personne. Ainsi de suite. On considère que le coronavirus a un RO de 3. Ce qui veut dire qu'une personne va le transmettre à 3 personnes. Là, je vais faire des chiffres, ça va aller plus vite. Ces 3-là vont le donner à 9. Après ça, ils vont le donner à 27. Vous voyez la suite. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une courbe exponentielle. Plus ça va, plus la courbe monte. Si on a plus le RO est grand, plus le risque de contamination est énorme. Donc, le risque de pandémie est énorme. Si on a un RO de plus bas de 1, disons de 0,7 en moyenne, bien ça veut dire que il y en a que lui va transmettre à lui, puis lui va transmettre à lui, puis lui, il ne transmet plus. Fait que finalement, le virus, il va mourir par lui-même parce qu'il n'y a pas assez de capacité de transmission. Là où, quand on a un gros RO, on augmente le risque de pandémie. En fin de compte, plus il est gros, si on avait un de 12, ça serait une pandémie assurée. Là. Mais déjà à 3, là, c'est pas mal ça qui arrive en ce moment. Donc, c'est ça ici que... Mais le truc, c'est que...
Je vais mettre 3 de même. Vous allez comprendre d'où vient c'est le principe d'isolation, là. C'est que dans le fond, c'est qu'on veut réduire ce chiffre-là ici, là, ou ce facteur-là. Parce que si cette personne-là est isolée, on va dire que cette personne-là elle travaille au public, puis finalement, elle est seule chez eux en isolation, comme dans mon cas. Donc, j'empêche ici de propager ces 3 personnes-là. Si j'empêche ça, ben techniquement, le rôle ne devient pas 3, mais il devient 2. Donc, ce que je fais, c'est que je ralentis cette courbe-là ici. 2, 4, 8. Fait que j'arrive à 8 ici au lieu de 27, où c'est que j'étais tantôt. Là. Puis ça, 3, 9, 27, c'est ça. Fait que là, vous voyez que j'ai contaminé vraiment beaucoup moins de gens. Fait que le but de cette isolation-là, c'est de couper ça ici. Fait que techniquement, plus ça va, plus que ce chiffre-là va diminuer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vu qu'il y a une isolation, il ne faut pas se fier au nouveau chiffre parce que le virus a encore le même potentiel. Ça veut dire que si lui, il décide, tu sais quoi, moi, j'ai pas besoin de ça, cette isolation-là, moi, je vais aller m'amuser puis je vais aller faire le party avec mes chums. Ben là, lui, il est encore à 3. Là. Le virus n'a pas changé. Là. Le virus est identique. Fait que là, on recrée encore le même problème. Puis là, après ça, à cause de ce principe-là ici d'incubation, ben lui, il ne sait pas qu'il est porteur. Puis là, il transmet ces 3-là. Ils ne savent pas qu'ils sont porteurs. Fait que la possibilité de contamination est énorme. Fait que l'isolation est super importante quand ce chiffre-là est très élevé. Puis je vais continuer tout de suite avec un autre petit truc. La règle du 1 mètre ou 2 mètres, qui est plutôt intéressant. Je vais faire un super beau bonhomme. On va dire que il y a une grosse lèvre là, avec un menton, avec un gros nez. Putain. Lui, il décide qu'il parle parce qu'on peut transmettre juste en parlant. Là, on n'est pas obligé de tousser ou d'éternuer. Il n'y a pas de lien avec ça. Là, n'importe quoi, l'air qui sort. Mais lui, là, il crache les particules de même. Plus la particule contient une grosse partie du virus, on va dire que la partie transmission est grosse. Ce que ça fait, c'est que la cellule est pesante. Donc, elle va tomber rapidement. Fait que si je parle, plus c'est pesant, plus que ça va tomber rapidement. Fait que si je lance mon crayon, il va tomber là. Puis si je range ça, il va se rendre plus loin. Fait que c'est exactement ça qui se passe. Donc, si j'ai une autre cellule qu'elles sont ce qui est nécessaire à la propagation est plus petit et dans le mucus, elle va se lancer un petit peu plus loin. Fait que là, ici, on a 1 mètre. Ici, on a 2 mètres, disons. Il y a certains virus qui ont besoin juste d'un petit peu de nucléotides là, pour se propager. Mais ils peuvent aller au-delà de 50 mètres. Donc, techniquement, je pourrais parler ici et lancer ce virus-là de l'autre côté de la rue, puis contaminer l'autre personne qui est là. Et là, je vous rassure tout de suite, le coronavirus n'est pas là pantoute. Là. Mais la règle qu'on voit en ce moment, là, 1 mètre ou je pense qu'en Australie, ils disent 1,5 mètre. Là. La règle est un peu variable, là, parce qu'il y a des facteurs qui vont influencer ça. Puis ça, c'est pas super clair, mais tu sais, disons, la température va être un facteur, le taux d'humidité va être un autre facteur. Donc, la quantité de mucus va être un facteur. Donc, quand ça descend comme ça, moins si ça tombe vraiment rapidement, moins qu'il y a de danger parce qu'on n'est pas obligé d'être aussi distancé. Et donc, s'éloigner des gens est important pour être sûr de ne pas être dans la ligne directe de tir. Autrement dit, je suis assez loin qu'il n'y a aucune possibilité de contact. Donc, en conclusion, vous savez comment éviter un peu, vous comprenez les virus, de où ça vient, puis comment ça se propage, puis comment ça se divise.
On connaît quelques barrières comme la peau et tout ça. On sait que on peut le propager, la façon de le propager, puis la proximité qu'on ne doit pas avoir, puis comment ça se multiplie ou la reproduction, tout ça. L'autre un petit truc que je voulais mentionner tantôt à propos du savon, c'est que plus le virus est pris, je donnais l'exemple de la gomme au début, là, mais plus le virus est pris dans ce mucus-là, plus il va vivre longtemps. Donc, plus il va être capable de rester longtemps sur une surface. Mais la façon facile d'enlever, de défaire ce mucus-là, c'est du savon bien ordinaire. C'est pour ça que ça marche si bien juste de se laver les mains, c'est qu'on peut défaire cette membrane-là, puis le virus, il va juste tomber dans le drain puis partir là. C'est super facile à faire. Pourquoi les gants, ça sert à rien, c'est que le mode de transmission n'est pas par la peau. Si j'ai des gants puis je touche au virus parce que quelqu'un me parle sur le bord de la main, disons, puis que je me gratte l'œil ou que je me gratte la bouche parce que ça pique, mais je me transmets la même affaire, les gants n'ont pas changé rien. Peut-être que le seul avantage des gants, c'est quand on a des gants dans les mains, on a tendance à moins se toucher. Juste parce que c'est comme un réflexe, ça, c'est en caoutchouc, puis ça va pas aussi bien. Là. Donc ça peut être une barrière techniquement, mais c'est juste un rappel de ne pas se toucher. J'espère que vous avez aimé ça. C'était super de base, on va dire. C'était pas la grosse science complexe. Mais je voulais juste clarifier quelques points. Puis si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer ça. Pour tous ceux qui ont mis contact, vous pouvez m'envoyer ça. Je vais tenter de répondre le plus facilement possible. Et si jamais je vois qu'il y a toujours la même question qui revient, ben, je ferai une petite vidéo de 5 minutes pour répondre à la question. Comme ça, tout le monde aura la réponse. J'espère que vous avez aimé mes crayons, mon tableau, puis ce que j'ai dit. Et on se revoit bientôt. Bye bye.